Our 12 points. Les 12 And points. our 12 points 12 points Nos 12 points go to... go to Sont attribués à Malta, Estonia, Iceland. Espagne, United Kingdom. Austria, France. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 12 points. Aujourd'hui, nous allons, et pour notre plus grand bonheur, entrer dans les coulisses de l'Eurovision. Et oui, puisqu'autour de cette table, en plus de Quentin, salut Quentin. Salut Thomas. Eh ben malheureusement, Vincent n'a pas pu faire le déplacement, mais sa chaise n'est pas vide puisque nous avons l'honneur de recevoir une personne qui a co-animé l'Eurovision Song Contest. Son parcours médiatique est riche, multiple et profondément européen. Franco-autrichienne, elle a, avec talent, présenté de nombreuses émissions de grande ampleur et rencontré une multitude d'artistes internationaux. Je ne vais pas pouvoir vous faire la liste exhaustive de son parcours, mais pour les passages les plus connus, c'est sur Arte notamment, aux côtés de Manu Katché, que nous la voyons interviewer à la scène jazz internationale, dans l'émission One Shot Note. Puis elle voyage à travers le monde où elle nous fait rêver sur Thalassa, mais son terrain de prédilection, ce sont les grands événements, comme le Live Ball à Vienne, ou encore le Hellfest. Chers tous et toutes, c'est avec une immense joie que nous recevons celle qui a co-animé la 60e édition de l'Eurovision Song Contest aux côtés de Myriam, Arabella et Conchita en 2015. Bonjour Alice Tummler. Bonjour. Herzlich willkommen, Alice Tummler. Und vielen Dankeschön. Dank, dass Sie in unseren Eurovision-Podcast 12 Punkte sind. Freut mich sehr, hier zu sein. Alors moi, je m'arrête là parce qu'il faut que je rentabilise ma LV1 allemand et mon bac langue européenne allemand. J'ai tout oublié de l'allemand. Mais ça, j'ai pu la maîtriser, cette phrase. Mais c'était parfait. Merci. Bonjour Alice. Bonjour. Bravo Quentin. Oui, parce que Alice, tu as le talent de parler au moins 5 langues, j'ai lu ça quelque part. Alors, disons que j'en parle 4 couramment et 2 qui sont semi-improvisés. Une sorte de langue fin de soirée mélangée. Non, c'est-à-dire que on reste dans le latin et donc on prend les tonalités de la langue, on improvise le reste et ça marche dans 50% des cas. C'est comme ça qu'on peut apprendre très vite des langues. Ça marche. En tout cas, je fais la petite remarque par rapport à notre épisode sur les langues et le dernier épisode qu'on a traité sur l'Eurovision ringard. Est-ce que l'Eurovision est-elle ringard? J'ai développé notamment le concept de Eurostar. Et donc en fait, Alice, tu es l'incarnation parfaite du concept d'Eurostar dans le sens où tu as vécu dans plusieurs pays, tu vis toujours dans plusieurs pays, tu parles plusieurs langues, tu es l'incarnation parfaite de l'Eurovision. Donc... J'adore Eurostar, ça me va bien. J'aime bien, c'est classe. Alors, je vais rentrer chez moi, je vais dire ça à mes enfants. Appelez-moi Eurostar. Alors tu as co-animé l'Eurovision en 2015. Oui. Pour nous, en tout cas pour moi personnellement, je le dis souvent, l'Eurovision 2015 c'est une année charnière dans l'Eurovision. Pourquoi ? Parce que après la victoire de Conchita Wurst, les projecteurs notamment en France se sont vraiment retournés de nouveau sur le programme et en fait on a découvert l'ampleur que pouvait avoir ce programme et surtout même dans la prod, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2014-2015. Comment ça s'est passé ? Quand on t'a contacté pour l'Eurovision, comment ça c'est venu et à partir de quand, pour un show qui a lieu au mois de mai, on te prévient que tu vas animer l'Eurovision ? Alors, contacter, c'est pas exactement le cas. J'ai vu Conchita à ce moment-là, donc en 2014, quand elle a gagné. Moi, je travaillais principalement pour le service public autrichien. Donc, je présentais l'équivalent de la France un incroyable talent, donc l'Autriche un incroyable talent, qui s'appelait Les Grosses Chances. Et bon, je faisais plein d'autres émissions. Et quand j'ai vu Conchita gagner, je me suis dit non mais il faut absolument que je présente l'Eurovision. Enfin, il est hors de question de ne pas le faire. Et donc, j'ai envoyé un petit texto le soir même. Donc à l'époque, c'était une directrice du service public. Et après, elle m'a dit oui, bien sûr, il y aura toi et un autre pool, mais on verra par la suite. Et mais oui, j'ai fait mon lobbying. Ouais, donc en fait, c'était du démarchage de ta part. Oui, c'est ça. Mais bon, effectivement, pour le côté multilingue, ils avaient de toute façon d'emblée pensé à moi. Mais bon, voilà, il n'y avait pas que moi. En fait, ils ont hésité entre différentes combinaisons et ils étaient vraiment très secrets là-dessus jusqu'à la dernière minute. C'était horrible parce qu'ils ont vraiment voulu être fair play. Donc même moi, jusqu'au jour où ils ont annoncé les co-présentateurs, je ne savais pas avec qui j'allais le faire. D'accord. Et j'ai eu la confirmation la veille. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et du coup, ça c'était au mois de novembre, je crois. Je d'accord, me rappelle donc plus, 6 l'annonce. bons mois avant. D'accord. Ouais. Du coup, dans ta démarche d'animation, tu déclarais à Télé 7 jours que tu cherches systématiquement à présenter des émissions à l'aura internationale et ou porteuses de jolis messages. Oui. Typiquement, l'Eurovision s'inscrit complètement dans ce cadre-là. Ah mais absolument, et c'est pour ça. Mais là, moi j'étais là, pour moi, l'Eurovision, c'est One Love. Alors je suis peut-être un peu naïve là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment
on sait que les médias ont un pouvoir incroyable. Et pour une fois que ça peut être un message positif, je voulais absolument y participer. Et pour moi, c'était vraiment One Love, au niveau au-delà de l'Europe. J'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de cet événement le jour de l'ouverture, donc c'était le dimanche, donc pendant 6 jours. Tout cet événement, en fait, c'est étalé sur 6 jours. Et donc, la veille, il y a la grande ouverture. Et donc, avec tous les médias. Et je me rappelle, on a mis, je crois, un truc comme 2h30 pour faire le tapis rouge avec des médias de Corée, d'Afrique du Sud. Et là, je me suis rendu compte que c'est quand même complètement dingue. Il y a des médias internationaux. Oui. Mais de partout, mais de pays où ce n'est même pas diffusé. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais venez. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur de cet événement. Donc là, on comprend bien le comparatif quand on entend parfois les Jeux Olympiques de la chanson. Ah oui, ça ressemble vraiment à ça. C'est exactement ça. Et au-delà du coup de l'Eurovision 2015, oui. Quel était ton rapport à l'Eurovision avant l'année 2015? En gros, est-ce que c'est des souvenirs d'enfance? Est-ce que tu t'es pris un peu sur le tard? Ou en gros, voilà, raconte-nous un petit peu quel est ton historique avec la marque Eurovision. Quels sont tes souvenirs, si tu en as? Oui, j'en ai plein. Alors déjà, moi, j'ai grandi en Autriche où effectivement, l'Eurovision a toujours eu, je pense, une place plus importante dans le programme télévisé annuel. C'était vraiment un des rendez-vous indispensables et incontournables à la télé. Donc, je le suivais petite tous les ans. Et voilà pour la petite anecdote, notamment en 1984. Alors, mes parents ont vu que ça finissait tard. Mon père l'enregistrait toujours sur cassette VHS. Et donc, après, avec ma sœur, nous, on se le regardait en boucle et on faisait toutes les chorés, les chansons. Et j'ai même encore une cassette VHS de l'Eurovision de 1984 dont je connais jusqu'à aujourd'hui les chansons en yaourt, mais je les connais. Et ce que je trouvais génial à l'époque, c'est comme les artistes étaient obligés de chanter dans leur langue, en fait, nous, on rechantait les chansons en yaourt, en hébreu, en turc, en albanais, et on trouvait ça génial. Alors, je rebondis sur cette question, on peut la poser maintenant du coup. Oui. Justement, tu as l'air d'être favorable au retour des langues nationales ou c'est juste un souvenir d'enfance qui fait qu'avec ton aspect multilingue où tu maîtrises 4 langues très bien et 2 en moyennement improvisé, est-ce que tu serais favorable au retour de l'obligation de chanter dans sa langue nationale au moins à 50% ou est-ce que la liberté linguistique te convient actuellement? Alors moi, je trouve que c'est une question compliquée parce qu'on dit qu'il y a effectivement des langues qui se prêtent mieux et qui vont plus... on a plus l'habitude de l'anglais, par exemple. Le français, ça fait bien dans l'Eurovision. D'ailleurs, il y a plein d'autres artistes parfois qui vont chanter en français façon ça fait French touch, c'est cool, ça passe bien. Du coup, pour les artistes, je peux comprendre que c'est important pour eux de chanter en anglais pour aussi toucher au niveau des paroles. Mais moi, je trouve qu'on perd une partie parce que ça fait aussi partie du coup de l'identité nationale. Et moi, je trouve ça génial parce qu'aussi même au niveau des mélodies, du coup, à l'époque, c'était beaucoup plus typé. Une chanson turque, il allait vraiment avoir le côté oriental qu'on a peut-être perdu un petit peu aujourd'hui, du coup. Je te rejoins là-dessus, Oui. on perd de l'authenticité, Oui. on en parlait vachement, c'est-à-dire que c'est un des seuls créneaux dans l'année où moi je vais entendre du russe, de l'albanais, du lituanien, etc. Et c'est vrai que l'hégémonie de l'anglais nous fait perdre un peu de charme là-dedans. Mais vu que le programme est devenu quelque chose qui va au-delà du simple concours de la chanson aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Les pays ne jouent pas forcément le même jeu tous. Bien sûr. Certains vont faire primer l'aspect économique et du coup, pour aller séduire le télévote, se forcent à aller chanter en anglais. Et c'est là où je trouve ça compliqué parce que ça touche à tous les aspects. C'est-à-dire qu'avant, on avait plus accès aussi même aux couleurs, aux costumes, sans rentrer dans le costume local, mais ou folklorique. Mais voilà, les costumes, les tenues de scène étaient beaucoup plus inspirées de la culture nationale, alors que, notamment quand j'ai présenté l'Eurovision et que j'avais, je voyais par exemple, je sais pas, j'exagère, mais une chanson sur 7, c'était compositeur suédois. Mais voilà, les on en fameuses parle, suédoises. ils sont partout. Voilà, même et au-delà bien de 1 sûr. sur 7, c'est 1 sur 4. Voilà, je voulais probablement, pas non plus créer la polémique. Mais du coup, et ça, je trouve ça hyper dommage, effectivement, Ouais. parce qu'ils sont dans une démarche qui veulent gagner. Mais du coup, on perd cette identité nationale de chaque pays que moi, je trouvais génialissime à l'époque. On Voilà. partage Et donc, ce constat également. Après, quand j'ai commencé à grandir, forcément, on s'intéresse moins à l'Eurovision. On écoute plus... J'allais dire Rihanna, mais je n'écoutais pas Rihanna à l'époque. Ça, c'est mes neveux maintenant. Mais oui, forcément, il y a un moment de décrochage. Et non, j'ai vraiment redécouvert l'Eurovision quand je l'ai présenté et de l'intérieur. Et c'était encore plus fabuleux. Et entre tes souvenirs du coup d'enfance et 2015, où tu présentes cette fois, où tu es vraiment dans la machinerie,
c'est pas le même spectacle, c'est pas la même chose. Quel est ton... Comment tu as analysé cette situation ? Déjà, c'est 10 fois plus grand, c'est encore beaucoup plus impressionnant de l'intérieur. Mais ce que j'ai retrouvé par rapport à mes souvenirs d'enfance, c'est vraiment... Alors, même en journée, tous les artistes... ils passent leur journée ensemble. Il y a un côté un peu colonie de vacances que moi je trouvais extraordinaire. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, tout le monde, enfin eux, ça fait en plus ils passent plus de temps ensemble. Donc ils se connaissent tous. Il y a vraiment cette effervescence. Voilà, ça se dragouille dans tous les sens, mais c'est génial. Ah mais voilà, c'est ça qu'on veut dans les coulisses de l'Eurovision. Mais je ne sais pas qui a dragué qui. Mais c'était à part Mons Solmele qui draguait tout le monde. Mais non, je rigole. Non, je rigole. On C'est pour aurait la bien petite aimé blague. Philippe qui nous drague. Non, mais je rigolais, mais il aimait bien plaire. Mais oui. Oui, bah ça on confirme. Mais voilà, il y avait vraiment ce côté tout le monde est ensemble que je trouvais génial. Après, ce que j'ai vraiment moi découvert de l'intérieur, la taille de cet événement dont on n'a absolument pas conscience, mais à tous les niveaux. Pour les producteurs, c'est Disneyland. Il n'y a pas plus grand sur cette planète en termes d'événements. Et vraiment, ils ont carte libre. Donc, il y a 1 an de préparation, mais ils ont gagné l'Eurovision. Le lendemain, ils ont commencé les préparatifs. C'est complètement dingue. Nous, au niveau de l'animation, on a commencé 6 mois avant. C'est quand même... 6 mois avant. Alors justement, je rebondis d'abord sur ta première question avant de Dis-moi. parler de l'animation. C'est vrai moi, je le répète, cette année, c'est une année charnière. Et France Télé, notamment, était complètement désinvestie du programme. Et en 2015, Nathalie André, la directrice des divertissements et chef de délégation alors en France, déclare qu'elle a complètement été sonnée par ce qu'elle a vu en 2015, qu'elle ne savait pas que l'Eurovision, c'était ça. Elle a vécu exactement la même chose que tu es en train de décrire, c'est-à-dire cette claque de quand on arrive sur place et qu'on le voit qu'à la télé ou qu'on s'y intéresse peu, se rendre compte de l'ampleur que l'Union européenne de radio-télévision met dans la production de cet événement. Oui. Moi d'ailleurs, je me pose cette question-là. La première fois que tu as vu la salle, la première fois que tu as vu la scène, quelle a été ta réaction ? Alors déjà, j'ai suivi le développement pendant 6 mois. Donc non, je savais ce qui se préparait, mais c'est hyper impressionnant. Il y avait ce jeu de lumière et de boules qu'ils avaient mis en place, qui était absolument fabuleux, avec Conchita qui allait voler à travers la salle. Vraiment, et chaque détail était préparé. Entre novembre et mai, quelles sont les étapes de construction de la mise en place de l'émission ? Donc, toutes les semaines, essayage, vraiment toutes les semaines. Mais encore une fois, chaque bout de tissu, c'est vraiment peaufiner. On fait ça pendant 6 mois. 6 mois de préparation pour les robes. C'est incroyable. Ah oui, on pensait pas... Chaque non, tissu, pas c'est-à-dire que là, on avait un tissu un peu brillant, transparent, avec des fils argentés. Ils vont aller les chercher. Enfin, c'est vraiment ça. D'accord. Complètement dingue. Et après, au niveau des textes, honnêtement, je ne me rappelle plus, mais c'était bien, au moins 3 mois avant qu'on a commencé. En fait, donc on les a... Il y avait des auteurs dessus, mais nous, chaque fois, on repassait par-dessus. Voilà, pour se l'approprier, pour voir si cette partie nous parle, comment le dispatcher entre nous pour que ce soit égal. Moi, je voulais absolument faire la partie 12 points et annoncer le gagnant. On aura des questions, Et j'étais là-dessus. tellement contente d'être dessus parce que ça, parce qu'ils étaient vraiment dans une démarche égalitaire. Oui. Et oui, en fait, c'était vraiment, je pense que là où l'Autriche a scotché tout le monde, c'était dans ce souci du détail, mais au niveau de tout. Alors, plusieurs découvertes pour moi. En fait, moi, j'avais l'impression d'être dans Gladiator. C'est-à-dire au milieu de l'arène, non, il y a mais des c'est tigres. ça. C'est-à-dire que en France, en plus, maintenant on les diffuse, mais en gros, tout le monde regarde la finale. Oui. Donc déjà, Oui. 3/4 des gens ne savent pas qu'il y a 2 demi-finales. Exactement. Ce que moi, je ne savais pas non plus, c'est que chaque demi-finale et finale, est répétée 4 fois. Dans son ensemble. Voilà, diffusée qu'une seule fois, mais les artistes sont notés. Nous, c'est une répétition, mais on le fait devant salle pleine. Donc, les gens payent. C'est-à-dire qu'on n'est pas en répétition. On fait est en chaque show. spectacle 4 fois. Donc, une fois l'après-midi, une fois en soirée. Et donc, on est dans des salles de spectacle. C'est-à-dire que nous, c'est pour ça que je reviens à Gladiator, nous, on passe notre journée dans le noir, dans nos loges. Et 2 fois par jour, on sort et ça fait « Italie !» Et c'est complètement délirant. Et on fait ça pendant 6 jours. Donc, on vit dans l'espèce de monde. On ne sait plus si c'est le jour, la nuit. On n'en sait rien. Et donc, ça, c'était vraiment la première chose qui m'a complètement scotché sur cet événement. Et la deuxième, c'était vraiment la relation de la communauté gay avec cet événement. Et ça, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que moi, je retrouvais des gens qui étaient face à moi 2 fois par jour, pendant 6 jours, qui ont un budget Eurovision et Une qui fois par font an. ça Ouais.
tous les ans et qui savent tout. Ils vont me dire « Ah, ta robe, elle ressemble à la robe de machin machin qu'il a portée en 1972 pour représenter je ne sais pas quel pays. » Et j'étais là « Waouh !» Ok, respect total. Et qui vivent le truc à fond. Et j'ai trouvé ça magique. J'ai vraiment trouvé ça magique. Au niveau, je rebondis sur les répétitions. Oui. Et justement, l'Eurovision, le concours Eurovision de la chanson, c'est justement l'une des émissions au monde les plus répétées. Justement, c'est fait un nombre de fois incalculable. Si on devait additionner ton nombre d'entraînements de rediffusion, tu as dû passer 25 heures en une semaine en live répétition. Oui, c'est ça. Et même entre deux, on répétait encore plus. Et la raison, c'est vraiment, je pense que justement, il y a, encore une fois, il y a ce souci du détail. Que là, c'est l'émission où il n'y a pas un mot qui est spontané. La seule chose spontanée, et encore même ça, c'était semi-préparé au cas où, c'était par rapport à la Russie quand je suis intervenue à l'époque. Voilà. Mais sinon, chaque mot est répété et c'est vraiment dans un souci de favoriser personne, de vexer personne. Par exemple, je me rappelle, alors je pense qu'ils ont encore changé de nom, mais c'était hyper important pour la Macédoine. Voilà, le nom officiel en anglais, c'est Former Yugoslav Republic of Macedonia. Et ça, il faut dire tout le nom. Il faut le dire comme ça, sinon c'est un faux pas. Et donc ça, c'était vraiment répété, surrépété, répété pour être sûr que tout le monde soit content. Éviter l'incident diplomatique. Exactement. Et éviter. Maintenant, c'est la Macédoine du Nord, vu qu'ils ont changé de nom. Voilà. Mais du coup, autant d'heures de show de répétition, physiquement, comment on tient ? Alors, plusieurs choses. Déjà, je fonctionnais vraiment comme une machine à l'époque, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas en boîte entre deux. On finissait, on allait se coucher. C'était pas possible. Enfin, on était morts. Et en même temps, c'était tellement préparé. C'est vraiment un des shows que j'ai fait de ma vie où finalement, c'est le plus grand truc que j'ai jamais animé, où j'étais le plus à l'aise parce que je connaissais chaque mouvement, chaque lettre. Et il y a une autre histoire que j'aimerais raconter par rapport à ça. C'était en pleine période terroriste à l'époque. Donc voilà, ils avaient annoncé que l'Eurovision était vraiment identifiée comme l'une des cibles terroristes parce que Israël participait, parce que événements gays, parce qu'européens, parce que plein de raisons. Et donc, pour vous donner un exemple, même nos vêtements, nos costumes étaient mis sous plomb, verrouillés pour que vraiment il ne se passe rien. Et on avait 21 scénarios de terrorisme, antiterrorisme à connaître par cœur. Style, il y a des terroristes qui passent par la porte d'entrée et qui tue tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis enlevée. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais en fait, c'était tellement préparé que du coup, tu n'as plus aucun stress parce que tu es briefé pour chaque éventualité. On remet un petit peu en contexte. Donc l'Eurovision 2015 à Vienne se déroule un an après l'annexion de la Crimée par la Russie. Et déjà en 2014, donc à Copenhague pour l'Eurovision 2014, les deux candidates russes avaient été allègrement hués par le public. Les présentateurs de l'époque, un peu pris au dépourvu, en tout cas, ont fait ce qu'ils pouvaient pour camoufler ça. Mais on entendait vraiment, dès que la Russie avait des points, on entendait très fortement les huées. 2015, le télédiffuseur autrichien, en concordance avec l'Union européenne de télévision, met en place un système d'anti-huées pour qu'on entende moins, pour réduire le son dans la retranscription audio et de ce qu'on entend à la télé. Et pour autant, en finale, il y a d'énormes huées dès que la Russie a des points. Et justement, tu interviens à un moment donné où la Russie a 12 points, tu interviens pour leur rappeler que c'est un concours pacifique. Je vous propose de revenir sur ces petits moments pour qu'on en discute. We are now going to ask for the first point of the 60 years Eurovision Song Contest. And we will call Donc c'est parti, tu lances le call pour les points. Oui. Et là du coup, les représentants des jurys nationaux prennent l'antenne au fur et à mesure. Et en fait, ce qui se passe avec la Russie cette année-là, Polina Gagarina chante une chanson qui cartonne et qui récolte énormément de points et qui du coup met la Russie sur le devant de la scène. And finally, 12 points go to Russia. La Russie, 12 points. Tendez bien l'oreille. Russia. La Russie, 12 points. Russia. La Russie, 10 points. La Russie, 12 points. Big surprise. Russia. La Russie, les 12 points pleuvent, les points pleuvent. And right now, in the lead is Russia. Followed Et là, by... en fait, moi je me souviens très bien au moment de regarder ce programme
On sent qu'il se passe quelque chose. On sent qu'il se passe quelque chose parce qu'on voit notamment ton regard à plusieurs reprises qui va sur le côté en disant « J'entends que la scène, j'entends que le public hue à mort. » Et du coup, au bout d'un moment, tu prends l'antenne et tu dis ça. Before we move on, just one thing. Please remember that our motto is building bridges and music should stand over politics tonight. And all our artists deserve equal treatment and respect. And it's all for the music. Thank you. Ce genre de phrase, justement, c'était préparé ou alors là, c'est de l'improvisation totale? Ou est-ce que tu as un message dans l'oreillette en disant « Prends la parole pour dire quelque chose » Comment ça se passe dans ces situations-là? Alors, c'était pas préparé mot pour mot, mais en fait, on en a parlé parce que non, elle ne se faisait pas que huer pendant les résultats, elle se faisait huer à chaque répétition, à chaque passage. D'accord. Et elle était hyper déstabilisée. Et c'était vraiment très, très difficile pour elle. Et on s'est dit, oui, mais alors, déjà, c'est un... Voilà, elle, personnellement, n'a rien à voir avec ce conflit-là. Et puis, encore une fois, voilà, le message, c'est Building Bridges. On va, s'il vous plaît, arrêter d'exclure et de huer les gens. Et à ce moment-là, c'est tellement fort que vraiment, on l'entend pas, là. Mais dans la salle, ça bascule, mais littéralement, ça bascule. Les gens, enfin, ils ont des visages méchants. Et là, je me dis, c'est plus possible. Et on en avait juste parlé la veille. On s'est dit, si vraiment ça dégénère, ils m'ont dit, vous pouvez dire quelque chose. Donc, j'attends le plus longuement possible en disant, est-ce que ça se pose ou pas? Et là, je vois que ça n'arrête pas du tout. Et là, voilà, j'avais juste quelque chose en tête en disant, je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas encore comment ça allait sortir. Ouais. Voilà. Mais c'est hyper émouvant et ça reste qu'un des marqueurs forts aussi de l'Eurovision que ce message-là que tu attribues parce que justement, ça respire l'honnêteté. En fait, ça respire l'authenticité. Profondément, j'ai un vrai problème avec l'injustice. Donc là, c'est vraiment du fond du cœur que ça sort et j'ai l'impression de parler à 10 000 gamins qui sont devant moi et je fais, vous allez la fermer, s'il vous plaît. Là, maintenant. Oui. Alors, si tu avais dit ça, on en aurait davantage parlé. Mais en revanche, Conchita, elle fait les yeux noirs et je vous remets ce petit extrait. Paulina from Russia, you deserve to be in the lead. Give her a round of applause, everybody. Je me souviens du regard noir de Conchita à ce moment-là. Non, c'est vraiment un moment particulier. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, le traité, ça résonne différemment par rapport à la situation qu'on connaît actuellement. Mais à l'époque, moi-même, j'étais un peu gêné de voir cette artiste aussi huée parce que, oui, comme vous le dites très bien, elle n'y est pour rien dans la situation géopolitique et politique de son pays. Alors, je me permets une parenthèse. je pense qu'on ne pourra pas échapper à cette remarque. Polina Gagarina, fin mars, a chanté dans un stade moscovite en présence de Vladimir Poutine pour défendre la Russie et la politique de la Russie. Donc on voit bien, alors 2015, voilà, le contexte est différent, entre guillemets, ce n'est que la Crimée, mais on voit en tout cas qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, Polina Gagarina a, entre guillemets, choisi son camp, et là, on n'est plus dans le Building Bridges. Voilà, c'est un peu complexe aujourd'hui, en tout cas, si on prolonge le raisonnement. Alors déjà, j'avoue que c'était compliqué parce que déjà, à l'époque, elle avait la réputation d'être pro-Poutine. Mais, encore une fois, c'était une réputation, ce n'était pas confirmé. Et donc, moi, j'estime qu'on ne peut pas prendre des choix personnels en disant « j'ai entendu que… » Ça, pour moi, c'est de la propagande pure et dure. On est dans un concours, on est tous là pour la musique et c'est ce qu'on est censé respecter. On parle de musique, on parle de Building Bridges. Oui. Je fais une petite parenthèse sur une grande question que j'ai pour toi. C'est à propos de la cérémonie d'ouverture. There is an answer out there, waiting somewhere. Ladies and gentlemen, welcome your hosts, Miriam, Alice, and Arabella. Eurovision 2015, Building Bridges. Une scène forte, un thème visuel très fort, mais également une signature sonore très forte avec une chanson. Tu as voulu, tu nous expliquais, présenter cette émission absolument. Est-ce que tu t'imaginais un seul instant devoir chanter sur scène à ton tour à l'Eurovision 2015 ? Absolument pas. Alors comment ça s'est passé ? T'as enregistré le titre, comment ça s'est passé ? Non, c'était rigolo. Alors oui, effectivement, c'est préenregistré, heureusement.
parce que je n'aurais pas voulu voilà Voler la vedette. oui, c'est ça. Ou nous faire Oui, subir. pauvre Conchita, enfin, c'était un peu sa journée aussi. Donc, non, on a travaillé avec un coach vocal et après notre intervention n'était pas très longue, heureusement. Mais Donc c'est vraiment vos voix, Ah déjà. oui, ce sont nos voix. À la grande détresse de Myriam, qui voulait n'était pas du absolument tout à pas l'aise. chanter. Mais ça s'est très bien passé. On a travaillé avec une coach vocale, on l'a enregistré et puis voilà. Et donc, on est un peu fiers à la cérémonie d'ouverture. Bah, c'est classe quand même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on est en direct que la cérémonie d'ouverture, après justement la flag parade, c'est quand même quelque chose de très prenant émotionnellement, j'imagine, à vivre. Tu avances sur scène et d'ailleurs on voit, tu jettes un regard caméra à ce moment-là. Et moi je me dis, cette fille, elle s'éclate en fait. Elle s'éclate à faire ce qu'elle fait et ça fait du bien à voir à l'écran. Ah, moi, je pense... Ah, même pas je pense, c'est au-delà de mes enfants. Non, c'était le jour le plus incroyable de ma vie. Et oui, il y a une espèce d'effervescence et d'énergie dans la salle. Déjà, vraiment, j'ai jamais senti une telle énergie dans le public. Donc, on est vraiment porté par ça. Et l'ouverture, déjà, elle était hyper longue. Je crois que c'est 10 minutes ou plus. C'est ça, ou oui. 15 minutes. Et ça ne s'arrête pas. Et voilà, quand ils nous annoncent, il y a vraiment un truc, tout le monde se lève. C'est incroyable. C'est incroyable à vivre. Justement, cette année 2015, donc on en a un petit peu parlé déjà, la thématique, le slogan déjà, c'était Building Bridges. Tu disais ça un peu tout à l'heure, que tu aimes les émissions où il y a un beau message. Et l'Eurovision est justement une émission, un message. Quels sont, et je trouve que c'était plutôt mis en avant par le télédiffuseur autrichien cette année-là, l'aspect, la tolérance, le Conchita, le personnage Conchita. Au niveau de l'Autriche, quel a été l'impact culturel, politique d'une telle émission et du personnage de Conchita ? Alors déjà, ça a eu des effets à l'intérieur du pays et vraiment par rapport à son image à l'extérieur. Déjà, l'Autriche est aujourd'hui un tout petit pays avec malheureusement, notamment en France, principalement en France, toujours une très mauvaise image qu'on me renvoie souvent. Et déjà, d'envoyer Conchita, c'est quand même un sacré message. On est d'accord. D'assumer ce personnage, non seulement de l'assumer, de l'envoyer, de la soutenir, et elle gagne. Déjà, impact incroyable. Mais ils sont allés beaucoup plus loin, et ça, je pense que la majorité des gens n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire que quand ils ont préparé donc, l'animation de l'Eurovision 2015, encore une fois, je ne le savais pas moi-même jusqu'à la veille, ou voire le jour même, la direction du service public a pris la décision de mettre 3 animatrices plus Conchita. Des 3 animatrices télé, il y a 2 métisses. C'est comme hyper fort comme message. Oui. Voilà, dans un pays où la majorité, jusqu'à aujourd'hui, reste blond. Voilà, donc déjà, il y a ce message-là en disant, nous, on assume la diversité. Et clairement, Et on la met en avant. C'est précurseur. Voilà, c'est précurseur. Aujourd'hui, ce sont des messages qui sont défendus clairement dans l'opinion publique, notamment en France, mais de plus en plus à l'international. Et quand je parle en introduction que Conchita remet le projecteur sur ce qu'est l'Eurovision et sur le programme, c'est-à-dire qu'on sort de la ringardise et on se dit, ah ouais, en fait, on peut avoir on peut avoir une personnalité comme Conchita se présenter à l'Eurovision, mais qui ne gagne pas parce qu'elle est ce qu'elle est. Et donc, du coup, là, on met en avant une diversité qui est un peu galvaudée, mais qui gagne parce que sa chanson est aussi géniale. Donc, c'est-à-dire qu'elle mérite d'être là. Elle mérite vraiment d'être là. Et du coup, elle porte l'Autriche à un niveau, effectivement, où nous, on se dit, balayons devant nos portes avant de continuer à critiquer. Et parce que Conchita, c'est un personnage absolument incroyable qui attire quand même des personnalités comme Jean-Paul Gaultier, comme les plus grands photographes du monde. Et elle fait le tour du monde. C'était quand même la première artiste à jouer à l'Opéra de Sydney en tant qu'artiste pop internationale. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui, du coup, suivent et qui, effectivement, attirent l'attention sur l'Autriche. On se fait, finalement, plus intéressant que ce qu'on se croyait, que ce qu'on pensait, ce pays. Voilà. Et justement, on rebondit sur l'Autriche, mais c'est aussi le cas de d'autres pays qui investissent dans l'Eurovision pour l'utiliser comme modificateur de leur image publique en tant que pays. C'est-à-dire on voit bien, certains pays, ils mettent vraiment beaucoup de budget, beaucoup d'énergie pour montrer une image particulière de leur propre pays. Israël, notamment, utilise beaucoup cette carte pour s'européaniser, pour montrer leur tolérance, leur ouverture d'esprit. Et l'Autriche, justement, aurait utilisé, c'est ce que tu nous dis, l'Autriche a vraiment utilisé cette carte Eurovision en disant, tiens, on va en profiter pour un petit peu changer l'image que l'Européen moyen a de l'Autriche, pour le moderniser. Oui, mais ce n'était pas qu'à l'extérieur,
c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai changement aussi à l'intérieur où les gens en fait étaient tellement portés par ce message et comme encore une fois l'Eurovision a de toute façon il y a une telle importance en Autriche, c'est que pendant un an tout le monde vivait ça et donc pendant un an, alors bien sûr après ça s'estompe, mais juste déjà de créer cette ouverture, de créer cette tolérance, de voir Conchita à la télé 50 fois par jour, à un moment même les gens les plus réticents, ils étaient dans le soutien de ce personnage et ça c'est quand même extraordinaire de dire de normaliser quelqu'un comme Conchita et que le paysan, l'agriculture du fin fond de la Styrie, tu vois, un coup il est là, ouais, Conchita, c'est quand même extraordinaire. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Il n'y a que l'Eurovision qui permet ça. Oui, et en plus, c'était en même temps que le Live Ball. Alors, Live Ball, on ne connaît pas à l'étranger, mais c'est le plus grand événement caritatif dans la lutte contre le sida au monde. Et il avait lieu, et d'ailleurs, je l'ai présenté, c'était rigolo, la veille de l'ouverture de l'Eurovision. Et en fait, pendant le Live Ball, ce qu'il faut savoir, par exemple, à Vienne, en tout cas Vienne Centre, tous les feux rouges de piétons sont modifiés et tout d'un coup on voit 2 garçons qui se tiennent la main, 2 filles qui se tiennent la main, donc il y a toute une sensibilisation faite à ça et donc ils l'ont laissé pendant toute la période d'Eurovision et j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin c'est vraiment ça, c'est mes messages qui me parlent, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, même pas la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. Alors tu parlais tout à l'heure, la transition pouvait être parfaite. Building Bridges, Conchita, Sydney, paf, 60e anniversaire de l'Eurovision. Qui débarque dans le programme? L'Australie. Là aussi, on est sur un symbole fort de la démesure du programme, clairement. Le public était en transe à chaque fois que l'Australie arrivait sur scène ou que les gens qui venaient donner les points de l'Australie se connectaient. Comment on le vit de l'intérieur? C'est rigolo parce que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas concrètement ce que l'Australie fait là. Mais leur participation était super et je pense qu'à un moment, il faudrait juste, alors je ne sais pas, garder le nom pour la symbolique de l'événement, mais oui, je trouve ça super et en fait, ça devrait devenir un événement mondial et qu'on ait tous les pays, qu'on retrouve le Malawi représenté, enfin, ce serait extraordinaire. On est en train un petit peu, on en parlera un petit peu plus tard dans d'autres épisodes, mais il y a l'American Song Contest, du coup, où les États-Unis ont acheté le concept Eurovision, ils l'ont adapté, c'est pas exactement le même processus. L'Australie à l'époque, en 2015, pour fêter les 60 ans, parce qu'il semblerait, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, mais il semblerait qu'il y avait dans les coulisses, en tout cas, l'idée de faire un Asia Song Contest, et c'était l'idée de lancer la marque dans l'Asie-Pacifique, et pour une sorte de cavalier de l'Australie, pour ensuite défendre la flamme Eurovision version Asia, ça aurait pu être la bonne technique pour le faire. Alors, je n'ai jamais entendu parler de l'Asia Song Contest, mais à l'époque, ce que j'avais entendu, après, je ne suis pas sûre de ce que je raconte, mais en tout cas, nous, l'information qui était remontée jusqu'à nous, c'était si l'Australie gagne, l'équipe australienne a le droit de revenir. Ils n'ont pas gagné, mais ils sont revenus quand même. Oui, c'est ça. Après, ils sont toujours là. Il faut dire qu'ils envoient les bonnes chansons aussi. Ils ont mis le pied dans la porte. Mais oui, alors après, c'est comme Israël, on va dire, si vraiment on reste sur la définition, Israël ne fait pas partie de l'Europe. Après, historiquement, bien sûr, il y a un contexte pour... Mais en fait, ils sont arrivés hyper tard, parce que moi, j'ai toujours pensé que la présence d'Israël était justifiée parce que, à cause de tout ce contexte après-guerre qu'il y a eu à l'époque, mais en fait, pas du tout, ils sont arrivés dans les années 70. Donc j'imagine que peut-être l'Australie, c'est un peu pareil, ils ont fait hop, hop, on est là, mais on n'est pas là, et en fait, on reste. On peut vous donner de l'argent pour composer. Oui, c'est ça. c'est ça, tout ça. On vous aide un petit peu, allez. Parce qu'en plus, chez eux, ils regardent ça à 5h du matin. Mais oui, encore oui, respect. Alors, l'Eurovision, c'est un programme en direct. C'est un programme où on l'a vu énormément répété pour éviter toutes les galères qu'il pourrait y avoir sur un événement comme ça, de cette ampleur en direct. Comment on arrive à trouver ces marques dans aussi une émission en direct qui peut ramener encore plus de pression que la présentation d'une émission standard? Oui, en fait, il y a de la pression quand il y a les imprévus, mais en fait, on a tellement répété tous les imprévus qu'il n'y en a plus vraiment. C'est-à-dire que, alors, lauréate, c'est pas très spectaculaire sur ce genre d'émission, c'est vraiment juste des décomptes. En mode, voilà, vous êtes à l'antenne en 5, 4, 3, 2, go. Reste 30 secondes, 15 secondes. Allez, finis ta phrase. Voilà, c'était plus ça. T'es pas drôle, arrête. Dépêche-toi, on envoie la pub. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que la réalisation à l'oreillette, il y a aussi mes assistants, donc il y a pas mal de blagounettes. Pas pendant le direct, mais juste avant, oui. Voilà, donc on se marre pas mal. Donc oui, il y a pas mal de personnes qui interviennent. Et après, oui, on avait
on avait plusieurs plateaux de secours s'il y avait un pépin technique. Donc après, ils vont plus nous dire, voilà, ça, ce plateau-là, il saute, finalement, on est dans les temps, c'est bon. Ou à la fin, par exemple, quand on annonce les points, il y a souvent, en fait, c'est très compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment ça fonctionne, comment arrivent les pays, en fait, pour annoncer les points. Et en fait, il y en a qui redisparaissent dans la boucle. Ah bah tiens, Voilà. on va On parlait écouter de l'Estonie, de la Lituanie, où il y a un problème satellitaire, ça coupe. Good evening, Vienna. Tallinn calling. Thank you. We lost Estonia. We're Voilà, coming et back ça arrive to tout le temps. Estonia. Donc dans l'oreillette, on va plus dire ah non, stop, ils sont pas là, wow, ils reviennent, non, ils sont pas, on les a perdus. Donc c'est vraiment de l'adaptation en temps réel. Et ah oui, pour les coulisses, qui est assez rigolo, c'est que souvent on m'a posé la question pourquoi vous laissez pas les pays, justement, quand vous les avez en direct, pourquoi vous ne les laissez pas finir leurs phrases? Parce Et qu'il y même en a ma- 40 et ça va durer C'est 3 ça. heures. Et ma mère, chaque fois, t'es là, mais c'est impoli. Vous représentez le pays, parlez-leur. Et quand ils vous demandent comment allez-vous, bah, je fais non, on peut pas. Il y a 40 pays. Et en fait, nous, voilà, ce qu'on nous dit, c'est juste. Enchaîne. Voilà. Donc c'est bonjour, good evening Estonia. Ils vont faire leur petit good evening, leurs 2 secondes de De 2 fame. seconds of fame. Et après, on va faire oh là là, ok, allez, vas-y, balance les points. Sinon, on s'en sort jamais. On est là jusqu'à 5h du matin. C'est ça, parce qu'on le voit déjà, hein, c'est une émission qui dure 3 heures, 3 heures et demie, quelque chose comme ça, c'est déjà très long. Donc effectivement, si chaque pays rajoute 30 secondes ou une Oui. minute, bah on rajoute 40 Et puis, minutes. il faut se dire, eux, ils sont sur place des heures avant. C'est-à-dire que vraiment, ils sont coiffés, maquillés, habillés sur place pour annoncer les points. Bien sûr qu'ils ont envie d'intervenir. Surtout qu'en général, c'est quand même les animateurs les plus cotés de chaque pays. Donc oui, ils ont envie de participer aussi. Donc nous, on est obligés de les couper. En plus, il y a des interférences. Donc souvent, le son va arriver plus tard. Donc si on... Enfin, bon, ça se termine pas. Et au niveau des points, au niveau justement là, tu disais que tu étais très contente, très heureuse d'avoir été en finale. C'est toi qui présente les points, qui répète les 12 points, etc. Au moment où on se rend compte que c'est Mans Stemmerle qui gagne. Oui. Enfin, au moment où nous, le public, on le voit. Est-ce que toi, tu le sais auparavant? C'est-à-dire, est-ce que quand le décompte des points commence, est-ce que toi, tu sais, on te dit dans l'oreillette, bon, a priori, c'est la Suède, mais on te confirme ça, ou tu le découvres vraiment en même temps que tout le monde? On n'en sait absolument rien. D'accord. Déjà, on est dans la logistique des annonces. Donc nous, on n'en sait absolument rien. En plus, on suit moins que le public parce que justement, on est tellement concentré sur OK, alors attends, Macédoine, ne pas faire de malade, ne pas faire d'erreur. Former Yugoslav Republic of Macedonia. OK, c'est bon, c'est sorti. En plus, il faut le dire dans les 2 langues. Donc nous, on est vraiment dans tout ça. J'ai pas le temps parfois, j'ai même pas le temps de voir l'écran. Donc moi, je suis juste dans la répétition de ce truc un peu machinal. OK, appelez le pays, demandez les points. Donc non, juste à un moment, quand c'est clair qu'il a gagné, là, on a eu l'annonce en disant écoutez, la Suède a gagné. On prend encore 2 pays et après on annonce officiellement. D'accord. Voilà. D'accord, donc vous le savez quand même un chouïa. Mais Enfin, un dès que- chouïa, dès que- c'est 2 vraiment. minutes, 2 Non, même minutes, pas. même pas. Oui, le temps de. Mais on le sait 2 secondes avant. Et alors la vraie question, c'est la distribution finale. Oui. Quand on fait durer le suspense comme ça, 1000 ans Oui. pour la télévision en fait, qui donne le go? Vas-y, c'est maintenant. Qui fait attends encore un peu 10 secondes. C'est le réalisateur. C'est ça, donc là c'est Voilà. le réalisateur que vous Là, avez c'est dans l'oreillette. Typiquement, il va faire non, tu attends. Pas encore. Et tout d'un coup, il va faire mais vas-y là, balance. Mais tu n'as rien dit. Dorénavant, en fait, la question Oui. ne se pose plus, puisque l'attribution des points, la technique a changé, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, depuis 2016, donc juste l'année après toi, dorénavant, il faut vraiment attendre le tout dernier pays, vu qu'on ne rentre pas dans le détail technique, mais les jurys sont donnés d'un côté, le public est donné de l'autre, mais en mode accumulé. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment attendre le dernier pays des derniers points pour savoir qui va gagner. Ce qui fait que la question se pose moins. Mais nous, on aimerait être dans l'oreillette pour savoir si... En fait, on s'imaginait que tu pouvais le savoir un petit peu auparavant. Non, vraiment. Et d'ailleurs, c'est au moment qu'on l'a annoncé. D'ailleurs, je me rappelle plus ce qu'on dit, mais il n'y a plus aucun doute. C'est la Suède. Et puis, donc, on l'a su vraiment juste avant. Moi, il y a 2 points que je voudrais aborder encore au regard de l'Eurovision. La première, c'est toi, l'animation que tu fais. Quand on regarde l'émission et même les demi-finales, et c'est pas pour être critique vis-à-vis de Myriam et Arabella, mais en fait, on sent que toi, tu es vraiment à l'aise, que tu t'éclates et que tu es fière d'être présente sur scène. Évidemment, le texte sont répétés, on l'a expliqué, mais est-ce que la mise en scène est aussi répétée? Il y a un moment où Conchita, en fait, parle des 3 chanteurs espagnols, et puis ensuite, elle vous donne l'antenne à vous, les 3 animatrices, et toi, en fait, tu fais une pause vraiment assumée, genre en mode « Ouais, I'm here, bitches !» Tu vois? Et moi, je trouve ça génial, parce que je me suis dit, mais ça fait du bien de voir des gens qui s'éclatent aussi, et qui aiment le programme au point de pouvoir en profiter autant que les gens qui sont dans la salle.
Alors, on avait une mise en scène, mais je pense pas jusqu'à là. Aussi, nous, alors j'avoue, moi, avec mon assistant, on dansait en permanence. C'est-à-dire que tous les moments d'attente, on faisait le clown tout le temps. Et honnêtement, encore une fois, encore de mon point de vue, bon, déjà, moi, j'avais l'avantage d'être la seule qui était vraiment bilingue française. Donc déjà, ça joue. Parce qu'Arabella parlait très bien parce qu'elle a été au lycée français, mais elle n'a pas de lien direct avec la langue française et Myriam, pas du tout. Et donc, déjà, ça les stressait davantage. Et moi, ma langue de prédilection pour présenter, c'est l'anglais. Oui. Je suis 3 fois plus à l'aise pour présenter en anglais qu'en allemand ou en français. Donc là, pour le coup, j'étais comme un poisson dans l'eau. Donc là, vraiment, d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus me voir après, hyper surpris. Ils me disent, mais en fait, je dis oui, mais là, voilà, ça, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Là, c'est cool. Et du coup, voilà, moi, j'avais pas ce stress de la langue que les deux avaient quand même un petit peu. Donc, elles étaient beaucoup plus concentrées sur le texte. Voilà. Oui. Moi, j'étais un peu sur les côtés français parce que comme c'était hyper formel, il fallait que je répète vraiment la phrase telle qu'elle était. Et ça, du coup, j'aime pas parce que voilà, en français, du coup, j'ai un petit peu plus de mal. Mais voilà, quand j'étais en anglais, ça rentrait, ça sortait tel quel. Et du coup, j'avais le luxe, je pense, par rapport aux deux autres, de vraiment pouvoir juste profiter du moment. Je comprends. Voilà. Et de ne pas être dans la forme, en fait. Ouais. Je rebondis justement, tu parles de la langue française là, dans la présentation. On sait, on vous le rappelle, si jamais le français et l'anglais sont les 2 langues officielles de l'Union européenne de radio-télévision. Et tu le disais très bien, il y a une obligation en fait de traduire les règles, le vote, de rappeler les grandes consignes en français. Comment tu te positionnes sur ces 2 langues officielles? Est-ce que tu trouves ça désuet? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on bascule au 100% anglais dans les années futures? D'autant qu'aujourd'hui, dans l'animation pure et dure, le français est quasi inexistant. Oui, c'est vraiment de l'anglais. Ça y est, c'est disparu. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, le côté français, c'est limite devenu du folklore. Parce qu'il n'y a plus aucune raison, surtout parmi les pères fondateurs de l'Eurovision, j'ai envie de dire, il n'y avait pas que la France, et pas que l'Angleterre. Donc, il n'y a pas de raison qu'on parle plus français qu'italien ou une autre langue. Donc, c'est cool parce que tout le monde aime le côté 12 points, 12 points, mais au-delà de ça, il n'y a pas de raison vraiment de parler français dans l'émission. Et tu as pu montrer en tout cas ton talent de polyglotte puisque tu as aussi interviewé le gagnant de l'Eurovision Junior qui était italien. Ah oui, c'est vrai. Il y a ce petit extrait où on t'entend parfaitement parler italien. Oui. Et là, moi, je suis là. Des accents parfaits, anglais, allemand, français, italien. Mais bravo. Mais du coup, je m'éclatais parce que c'est tout ce que j'aime faire. C'est exactement, c'est le type de programme que tu adores présenter. Exactement. Donc on croise les doigts pour que l'Autriche gagne et que tu représentes de nouveau. Ou la France, et qui pense à moi. Ben oui, je suis sur place au cas où. Voilà, un petit message, Alexandra Redamiel. Voilà. Alice Tumler est disponible. Voilà. Vous me connaissez, j'ai travaillé pour vous, il n'y a pas de souci, vous me rappelez, vous avez mon numéro de téléphone, tout va bien. La présentation d'émissions de télé, c'est un métier. Interviewer des gens, c'est un métier. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, le télédiffuseur fait appel à des stars. Mika, Laura Pausini sont les gens qui présenteront l'Eurovision 2022 aujourd'hui parce que ça a besoin de capter un nouvel audimat, ils cherchent par le côté glamour, avoir une dimension encore plus internationale au concours. Mais en tant que présentatrice de métier, qu'est-ce que tu penses de cet apport-là sur ces types de métiers-là ? Déjà, je trouve ça encore une fois dommage. C'est exactement ce qu'on disait aussi sur les langues nationales. C'est que c'est le pays qui représente. Et du coup, même... Alors, en général, les gens, bien évidemment, qui présentent l'Eurovision sont des stars dans leur pays. Et les chanteurs également. C'est des gens qui marchent très bien, que tout le monde connaît, mais pas à l'international. Et du coup, je trouve ça aussi génial En fait, c'est un peu un best-of de chaque pays. Et du coup, de faire venir des stars internationales, ça devient pour moi comme n'importe quel événement, qui sont très bien, mais un Super Bowl ou n'importe qui, où il va y avoir une Rihanna, une Beyoncé. Donc on enlève beaucoup, on perd le charme national, moi je trouve. On se globalise, mais on diminue l'aspect identité nationale. Exactement. Et ça, je trouve ça très dommage. C'est une vraie question de la dimension qu'on veut donner à l'Eurovision. La globalisation médiatique aussi aide beaucoup à pousser le programme là-dessus, sur comment on rend le programme intéressant à l'échelle internationale. Voilà, c'est un vrai challenge qu'il faut arriver à trouver. Comment ne pas perdre l'authenticité de l'Eurovision face à d'autres programmes qui naissent aujourd'hui Oui, Quentin. Je voulais rebondir. On a beaucoup parlé. On se concentre vraiment sur l'année 2015 que tu as présentée. Et depuis 2015, qu'est-ce que tu penses de l'Eurovision, de l'évolution ? Est-ce que tu regardes, est-ce que tu ne regardes pas ? Qu'est-ce qui se passe depuis 2015, ton rapport à l'Eurovision ? Alors, pour être totalement honnête, je n'ai plus jamais regardé l'Eurovision pour la simple raison que... Enfin, j'avais essayé. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé.
de le regarder en 2016. Mais quand on a vécu cet événement de l'intérieur, je trouve ça très difficile de le suivre à l'antenne. Parce qu'il manque 90% de l'émotion et de l'excitation. Et je l'avais regardé parce que du coup, c'était Monsel Malo qui avait gagné. Donc, c'était cool d'avoir la suite. Mais après, du coup, j'ai décroché. On t'invite pas à revenir voir le programme en public comme ayant participé, comme alumni de l'Eurovision ? Alors, vu que c'est le pays qui organise, qui finance, ce sont de tels coûts intergalactiques qui limitent, je pense, chaque... Alors, pour vous dire, même pour faire venir mes propres parents à la finale, c'était compliqué. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. Oui. On en parlera dans un futur épisode, l'Eurovision et l'argent. Mais oui, en fait, n'oublions pas, c'est un show qui coûte entre 25 et 35 millions d'euros. Enfin, c'est un budget gigantesque. Et on le voit bien, tu en parlais tout à l'heure, la débauche de moyens techniques. Il y a 25 caméras, des mises en scène incroyables. Ça coûte beaucoup d'argent. Il bloque l'équivalent de Paris-Bercy pendant 1 mois et demi. Donc, donc vous imaginez les coûts que ça engendre. Donc on peut comprendre. C'est désolant pour tes parents, mais et pour moi, pour la suite. Moi, je pensais être invité à vie, mais non. Comme les Oscars, tu sais. C'est ça, en plus c'était comme la 60e édition quand même. Mais oui, c'était vrai. Mais quand je parle d'année charnière, pour moi, ça a vraiment été un basculement dans l'aura que pouvait avoir ce programme. Et puis n'oublions pas, l'Autriche, ça faisait des décennies qu'elle n'avait pas gagné l'Eurovision. Donc ça faisait 40 ans, une quarantaine d'années, ou je ne sais plus, on regardera les dates, on vous dira ça. Oui, depuis Udo Jürgens dans les années 70, donc oui. Voilà, ça remontera loin. Tu peux nous dire un petit peu plus, pourquoi à ton avis est-ce que l'Autriche aime tant ce concours ? Tu disais que l'Eurovision était une émission phare en Autriche. Qu'est-ce qui explique selon toi que ça plaise autant au public autrichien depuis du coup des décennies ? Alors, je vais vous donner une explication très très simple, c'est-à-dire qu'en France, depuis très très longtemps, alors je dis vous parce que j'ai pas grandi là, mais vous aviez 5-6 chaînes nationales d'emblée. Moi, quand j'étais petite, on en avait 2. La une où il y avait des shows, des choses un peu sympas, disons, pour les jeunes, et la 2 où c'était très politique, très chiant, très ringard. Donc, en fait, tout se passait le samedi soir sur la une. Et quand vous êtes limité en choix, vous regardez tout ce qui passe. Et donc, l'Eurovision faisait partie des incontournables. Tout simplement. Donc c'est un problème d'offre. Enfin, c'est c'était l'offre vraiment disponible. Ça. Bon, après, bien sûr, il y a eu le câble. Mais quand j'étais petite, du coup, on regardait tous la même chose sur 2 chaînes. Donc forcément, tout le monde regardait l'Eurovision. Pour les générations précédentes, les nôtres, c'est les bons temps de l'ORTF où nous n'avions qu'une seule chaîne de télé. Forcément, ça faisait 15 millions d'audience. Il n'y avait qu'un seul programme à regarder. C'est ça. Ce n'était pas très compliqué de fédérer les gens devant la télé. Ça fédère. Alors, on va arriver sans doute au terme de notre émission. Est-ce que tu aurais, Alice, des petits souvenirs à nous partager comme ça, des coulisses, des indiscrétions peut-être, on ne sait pas, de ce que tu gardes en mémoire de l'année 2015 à Vienne? Alors, moi, j'ai juste des petites anecdotes qui me concernent personnellement. Par exemple, pour arriver d'un point A à point B, parce qu'on est quand même en talons avec des robes dans lesquelles on peut à peine bouger. Notamment, je ne peux pas m'asseoir. Donc, en fait, on avait... C'est pas vrai. Oui, mais non, mais oui. En fait, déjà, je ne peux pas m'habiller moi-même, pour commencer. Donc, de 2, je ne peux pas m'asseoir non plus. 1, la robe sera pliée et froissée. Et de 2, je ne peux pas, parce qu'en dessous, il y a toute la technique. Oui, voilà, il y a toute la technique de la robe. Et donc, voilà, on avait comme des... vous savez, les petits trucs de golf, la petite voiturette de golf qui nous emmenait d'un point A à 2 et on était là debout comme des princesses que ça. C'est pas vrai. Les chars de Disneyland, quoi. C'est ça, à passer dans les coulisses et dans le pub. Enfin, voilà, pour arriver de l'autre côté. Donc ça, c'était rigolo. Voilà. Le public dans la rue, vous reconnaissez ou pas du tout? Alors oui, et ça, pour moi, ça a toujours été très très étonnant parce que moi, je vis en France. Et donc, tout se passait en Autriche. Alors, j'ai donné des centaines d'interviews cette année-là. J'ai fait je ne sais pas combien de couvertures de magazines, mais encore une fois, je n'étais pas sur place. Donc, j'y allais pour mon shoot photo et pour mon interview et je revenais à la maison, là, en pyjama, avec mes enfants, où personne ne me connaissait. Et chaque fois, du coup, ça me scotchait, ne serait-ce que quand je montais dans l'avion à Lyon, à l'aéroport, et que c'était un vol austrien. Donc déjà, à un moment, je connaissais toute l'équipe. Et même quand je ne les connaissais pas, c'était toujours bonjour Madame Timler, je suis désolée, il fait froid à Vienne. Et moi, il est 7h du matin, je dis pourquoi elle me parle? Elle fait, vous voulez une petite couverture? Attendez, vous allez avoir une rangée pour vous. Et après l'Eurovision, c'était rigolo. Donc je suis rentrée le surlendemain.
Et là, j'arrive, ils me font, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Alors, je me dis, il y a un truc important, sérieux. Et en fait, non. On m'emmène dans le cockpit. Ils ont rassemblé toutes les petites bouteilles de champagne qu'ils avaient dans l'avion. Ils m'ont filé un cadeau. J'ai fait des selfies avec les pilotes. Mais c'est génial. Et dans l'avion et dans la rue, ça m'arrivait tout le temps que les gens me souriaient. Et moi, j'étais en mode, on se connaît. Et mais oui, il y a des gens qui m'arrêtaient en disant, on est trop fiers de vous. Enfin, c'était génial. Et ça, c'était une très très belle expérience parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance en fait. Voilà, et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Alors maintenant, je n'ai plus de traitement de faveur dans les avions, c'est nul. Alors Austriane, si vous nous entendez. Et depuis 2015, en termes d'animation télé, on a lu du coup dans des interviews que tu avais un petit peu changé de vie, même totalement changé de vie depuis cette Eurovision 2015. Raconte-nous un peu ce que tu fais du coup depuis cette année-là. Alors ça a été une année charnière, non seulement pour l'Eurovision, mais pour moi aussi, dans le sens que déjà avant l'Eurovision, je commençais moi à manquer de sens dans mon travail en tant qu'animatrice télé. J'avais l'intention de me retirer de la télé. Et donc quand j'ai su que j'allais faire l'Eurovision, je me dis génial, je vais me donner à fond, je vais vraiment m'éclater et après je vais me retirer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Personne n'y croyait. Ils me disaient, t'es complètement malade, on donne 2 semaines et tu reviens en courant. Je fais, vous ne me connaissez pas. Quand j'ai pris une décision. C'est ça. Et donc je me suis vraiment retirée. J'ai eu ma 2e fille et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé d'animer des événements vraiment seulement s'ils me tiennent à cœur. Donc j'en fais très très peu. Mais par contre, du coup, moi j'ai vraiment le plaisir à chaque fois que je monte sur scène. Donc, voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai pu interviewer le président Macron au Ghana ou que j'ai partagé la scène avec Arnold Schwarzenegger sur un événement sur le changement climatique. Donc voilà, je m'investis plus dans des choses comme ça. Et moi, ce que j'ai fait après, c'est... déjà, j'ai pris le temps parce que je voulais comprendre vers où j'allais. Et en fait, toute ma carrière télé m'a vraiment fait prendre conscience en fait, des masques sociaux qu'on porte en permanence. Et pour moi, à un moment, c'est devenu très très compliqué de se dire, notamment en télé, on joue pas un rôle comme au théâtre, mais on joue différentes facettes de nous-mêmes. Et j'ai vraiment pris conscience l'impact que ça avait, ce rôle que je jouais, non seulement sur ce que me renvoyaient les autres, mais aussi comment je me sentais de l'intérieur. Il y a vraiment le gouffre entre ce personnage télé, ce que je vivais à la maison en tant que jeune maman, et j'ai eu plein de problèmes de santé par la suite. La vie est bien faite, l'histoire que ce soit bien difficile et qu'on redéfinisse tout d'un seul coup. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, moi, dans tout ça, dans tous ces personnages dans lesquels je ne me reconnais pas, moi, je suis qui ? Et je suis vraiment partie dans une espèce de quête d'exploration de moi-même et de ce que c'est que l'expression authentique, en fait. Donc j'ai pris littéralement 5-7 ans. Alors j'ai travaillé pendant ce temps-là, mais j'arrive à un aboutissement que maintenant, où là je viens de sortir ma propre méthode qui s'appelle justement Authentic Expression by Alice Tumler. D'abord l'idée c'était de partager tout ce que moi j'avais appris à la télé avec des gens qui ne travaillaient pas à la télé. Et notamment moi j'ai appris en 3 jours à ne plus jamais avoir le trac. Alors qu'avant j'avais un trac maladif. Mais vraiment, mais c'est incroyable. Y compris en 2015. Non, avant, justement, je travaillais avec une coach télé allemande incroyable, avec qui j'ai travaillé à partir de 2013 quand je suis arrivée à la télé autrichienne. Et avant ça, j'arrivais aux répétitions, je me disais la salle est trop grande, voilà, vraiment syndrome de l'imposteur dans toute sa beauté et splendeur. Je disais mais je vais tomber de la scène, tout le monde va se rendre compte que je ne sais pas faire ça. Et je subissais chaque événement. Et elle, en 3 jours, elle m'a appris à ne plus jamais avoir le trac. En 3 jours. En 3 jours. Parce qu'en fait, c'est en changeant vraiment de perspective. Et au lieu de se dire, là, je suis là avec tous mes peurs sociales, de peur de rejet, tout ce que tu veux. Maintenant, je suis sur scène et je suis vraiment porteuse de messages. Et c'est une discussion que je peux avoir avec 50 000 personnes en direct. Et donc, j'ai voulu partager ça dans un premier temps. Et après, je trouvais que ça allait pas assez loin. Parce que finalement, c'est pas le fait d'avoir une belle diction qui va faire qu'on est authentique et charismatique. Et je suis allée beaucoup plus loin. Et donc, c'est vraiment aussi ma quête personnelle qui m'a emmenée là. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les peurs sociales avec les gens. Donc, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur d'être jugé. Ce qui font qu'on change d'emblée notre comportement. Et une fois qu'on surmonte ça, là, on peut aller chercher vraiment qui on est. Donc là, je vais travailler sur les valeurs, sur vos passions. Et une fois qu'on est clair sur ça, qu'on n'a plus peur de l'exprimer, là, on peut aller vers l'expression authentique et se dire, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et comment est-ce que je peux l'emmener dans le monde et pour être moi-même et être porteur de messages et prendre ma place dans le monde à mes conditions. Et aujourd'hui, tu le défends dans une méthode qu'on peut retrouver où si jamais on a besoin de faire appel à tes services, du coup ? Alors, je fais des formations, je fais du coaching individuel et là, j'ai lancé un concept qui est quand même bien rigolo. Ça s'appelle l'expression authentique, le stand-up.
Le stand-up? Oui, parce qu'en fait, moi, le seul truc qui manquait vraiment, c'était la scène. Et je me suis dit, voilà, moi, je suis à fond dans l'introspection. Et donc, j'ai vraiment ma méthode, si tu veux, si vous voulez, c'est vraiment un mélange entre coaching de prise de parole en public et de développement personnel. Et je me suis dit, je vais combiner deux choses qu'a priori, on ne peut pas combiner, c'est-à-dire de l'introspection et du spectacle. Bah si, moi je le fais. Donc c'est une sorte de thérapie collective publique. Mais c'est exactement ça. Et sauf que je l'emmène encore une fois dans la joie et la bonne humeur parce qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et le concept c'est quoi? Je monte sur scène, façon stand-up, je partage une anecdote et je vois comment vous répondez à ça, quelle est votre difficulté par rapport à ça. Et selon les besoins qui ressortent en temps réel avec mon public, je crée une conférence et un atelier. Eh bien écoutez, vous avez découvert avec nous Alice. Si vous l'avez adoré dans cet épisode, n'hésitez pas à consulter du coup son site internet. Surtout, alors pour la première fois, ça aussi grande nouveauté chez moi, j'ai arrêté de snobber les réseaux sociaux. Parce que donc justement dans cette quête d'image, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Et là, donc voilà, pour la première fois de ma vie, je le dis officiellement, suivez-moi sur Instagram. Alice que je promets, je vais alimenter. Mais c'est là que voilà, vous allez pouvoir découvrir vraiment mon approche et notamment toutes les actualités. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette émission consacrée à Alice Tumler qui présenta l'Eurovision 2015. Merci pour ton dynamisme, ta gentillesse, ton partage. Franchement, moi je me suis éclaté à en apprendre énormément plus sur cette édition qui, je le répète, pour moi m'a foutu les poils. J'écoute souvent Building Bridges, donc je t'entends chanter dans mon Spotify régulièrement. Si, je dois t'annoncer, je te demande un autographe à la sortie. Mais tu peux dire à Myriam que c'est moi, je chante bien, finalement. Merci vraiment d'avoir participé Merci à notre podcast, Alice. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup et j'étais ravie d'être là et surtout j'étais ravie de revivre tous ces jolis moments avec vous, c'était cool. En attendant, on vous retrouve tous sur Instagram. N'hésitez pas, comme d'habitude, nous suivre, des étoiles, des commentaires, ça nous aide au référencement et du coup c'est du support gratuit et nous ça nous fait du bien aussi. N'hésitez pas à suivre du coup Alice Tumler pour découvrir ce qu'elle offre aujourd'hui. En attendant, Quentin, merci d'être venu avec moi jusqu'à Lyon aujourd'hui pour délocaliser 12 points le podcast. Et on a l'habitude de se quitter dans 12 points avec une chanson de l'Eurovision. Je vous propose aujourd'hui de laisser carte blanche à Alice Tumler sur l'Eurovision 2015. T'as préféré peut-être maintenant que tu n'as plus la langue de bois à ce propos? C'était Israël avec Golden Boy. Et bon, on se quitte avec l'Israël qui chante Golden Boy en 2015 à l'Eurovision. Merci à tous, merci à toutes, à très bientôt. Merci Alice encore, merci. Broke my heart again. Tell her I don't think I can take it anymore. Oh, mama, someone broke my heart again. Now I'm gonna ease my pain, dancing on the floor. Take me out, I'm not in the mood for broken heart. Gonna dance tonight, forget her, no, she doesn't know what I'm doing on the floor. Did you say hello, my ladies? Pull me, baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Love, 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 love. Come on, let the rhythm take us higher. You know when I'm on fire. Check me out. 3, 2, 1. I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you that I'll be. Hold me tight, we're not going home tonight. Oh yeah, do you like my dancing? So pull me, baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Check me out. 3, 2, 1. Hey, I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do. I'm a golden boy,
my